Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est bien votre frère Jouvin Mardoché Kassongo. Aujourd'hui, nous parlons un peu sur les changements de la Constitution. Comme cette question fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les milieux sociaux. Quand on parle du changement de la Constitution, vous devez d'abord savoir que cette question doit se soulever au milieu des juristes, des politologues et des sociologues. Puisque le droit est le fruit de la société, de la politique de la société. Et c'est l'ensemble des règles qui régissent la vie sociétale. Mais dès lors que cette société est en train d'évoluer, comme le droit provient de là, c'est-à-dire il doit s'adapter aux réalités sociétales qui sont en train de se susciter au milieu de la société d'où le droit provient. Juridiquement parlant, quand on parle du changement, sur le plan juridique, un bon juriste va comprendre que le changement renvoie à la modification. Le changement veut dire la transformation et le changement veut dire la révision ou le remplacement total. Voilà un peu ce que le juriste doit savoir. Mais pour parler de ça, il faut que j'appelle quelques courants de pensée à témoin pour que vous compreniez que ça ne provient pas de moi. Et ça provient des gens qui avaient déjà réfléchi depuis sur cette question de la Constitution. Il y a le courant des rigidités. Ce courant de rigidité constitutionnelle prône quoi? Les partisans de ce courant estiment que la Constitution est la norme suprême de l'État. Elle ne doit pas être modifiée facilement. Ces gens sont rigides, ils sont catégoriques. Ils disent que non, comme la Constitution, c'est la norme suprême de l'État. Cette norme suprême ne peut pas connaître facilement son changement, sa modification. Sinon, les institutions vont rester paralysées. Les institutions ne seront pas dirigées par une norme. Dès lors que la norme suprême est déjà supprimée, c'est-à-dire les normes qui viennent après la norme suprême tombent directement. Ces gens disent non. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas agir comme ça. Ils défendent une procédure spéciale, plus exigeante que celle des procédures qui sont ordinaires, afin de garantir la stabilité, telle que nous le disons, des institutions et la protection des droits fondamentaux. S'il n'y a pas de constitution, si on supprime directement la norme suprême, il n'y aura pas de garantie des normes qui doivent régir les institutions. Il n'y aura pas de garantie des droits fondamentaux qui sont les principes imprescriptibles. Qui va respecter quoi? Pourquoi? Sur base de quoi? C'est pourquoi ces gens disent non. On ne peut pas supprimer directement comme ça. Elle ne doit pas être supprimée facilement. Comme elle régit tous les systèmes politiques. Dans elle, il y a les principes qui sont consacrés sur le plan international, dans des pactes, dans des accords. Ces droits qui sont inaliénables, indivisibles, ces droits qui sont imprescriptibles,
lorsque vous allez supprimer cette norme suprême, les gens vont marcher sur les autres. Les institutions vont faire des choses à l'encontre de la volonté populaire. Alors, il ne faut pas facilement supprimer la Constitution. Les rigides. Les principaux auteurs de ces gens qui disent que non, la Constitution ne doit pas être modifiée facilement. Je cite Hans Kelsen. C'est un Allemand. Pour ceux qui ont fait les droits, ils savent et ils connaissent mieux Hans Kelsen dans sa théorie, les droits purs. Il dit que le droit est pur. Il prône la purification du droit. Le droit ne doit pas être mélangé avec d'autres choses. Les normes juridiques, là où elles sont obligatoires, impersonnelles, générales, elles sont coercitives, elles sont sanctionnées par le pouvoir public, la force de l'État. C'est ici que l'État est l'État gendarme, où il y a la droiture, où il y a le respect de l'ordre public. Voilà Hans Kelsen, dans sa théorie, les droits purs. Il y a aussi Georges Burdeau. Georges Burdeau, qui dit aussi que les institutions, ce sont des institutions qui régissent l'État. Mais si vous supprimez directement les institutions, l'État ne va pas évoluer. Donc, il ne faut pas facilement modifier la Constitution. Pour ne citer que ces deux, je pars à un autre courant de penseurs qui disent aussi le contraire de ces deux que nous venons de citer. Hans Kelsen, qui a parlé de la hiérarchie des normes où nous trouvons au sommet la Constitution qui occupe la place la plus élevée de la pyramide des normes. On a aussi le courant de la souplesse constitutionnelle. Et que dit cette thèse? La souplesse constitutionnelle. Les constitutionnalistes souples, selon eux, la Constitution doit pouvoir évoluer avec les transformations politiques et sociales et économiques. Selon ces gens qui sont souples, ils disent non, la Constitution doit évoluer selon les transformations politiques. Là où, quand la politique change, quand la politique se transforme, la Constitution se transforme automatiquement. Quand l'économie change, la Constitution change automatiquement. Et quand la société évolue, la Constitution évolue directement pour s'adapter à des réalités sociétales. Sinon, la société peut être en avance alors que les lois qui nous régissent sont en train de punir ce que la société ne fait même pas. Vous voyez, nous aurons des institutions boiteuses. C'est-à-dire ce que la loi dit c'est autre, mais les institutions sont déjà allées trop loin. Alors, il faut que la Constitution, les lois qui régissent les institutions, soient au même standard que les institutions que ces lois régissent. Sinon, vous allez voir que vous allez vous marier à une femme qui a déjà beaucoup d'enfants. Mais vous ne le savez pas. Vous êtes toujours en train de punir des femmes qui sont en train d'être attrapées par les autres, alors qu'il y a déjà beaucoup qui ont déjà des enfants, ont déjà mis au monde, dont la preuve est palpable. Alors, lorsque quelque chose évolue, il faut s'adapter à ces quelque chose-là pour lui établir des règles qui doivent sanctionner la violation de cette mœur
là, de ces mœurs-là qui ont évolué, de cette réalité-là qui a évolué. C'est comme ça. Et pour votre information, en droit, il y a les principes qui disent Ubi societas ibi ius. Là où il y a la société, le droit est là. Mais comment on doit avoir le droit qui doit être antérieur que la société? C'est grave. Il faut que la société soit antérieure. C'est-à-dire, dans la société, on peut voir seulement un acte qui se commet comme ça, mais cet acte-là qui n'est pas puni par la loi, mais qui est un mauvais acte. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher une loi qui doit être taillée pour que quand cet acte-là est commis, que quelqu'un soit frappé par la sanction. Par la sanction, c'est ça. Et ces gens disent que non. Aussi longtemps que les institutions évoluent, politiquement, économiquement ou socialement parlant, la Constitution doit totalement, directement, immédiatement changer. Ils contredisent les autres là. Ils les contredisent. Ils disent quoi? Une révision trop facile risque de rendre la Constitution inadaptée aux réalités du pays. Une révision trop facile risque de rendre la Constitution inadaptée aux réalités du pays. C'est vrai. Et là, on peut citer Verger et Vedel. Il y a aussi, quand deux femmes se battent, il faut qu'il y ait un Salomon. Quand deux femmes sont en train de se battre pour un enfant, il faut Salomon pour trancher la problématique. Pourquoi vous vous tiraillez? Pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous faites ceci? Les uns disent il ne faut pas facilement changer. Les autres disent il faut facilement changer, catégoriquement, changer directement, changer. Qu'est-ce qu'il faut? C'est là qu'une thèse d'équilibre naît. Les courants intermédiaires ou les courants équilibrés. Qu'est-ce que ces gens disent? Selon ces courants, on considère que ces gens considèrent qu'il faut concilier la stabilité et l'adaptation. Prendre la stabilité, l'amener ici. Prendre l'adaptation, l'amener ici, les mettre ensemble. Pour ne pas blâmer l'autre. Pour ne pas déboûter l'autre. Toi tu as dit ça, on vient, viens. Toi tu as dit ça, viens. La stabilité et l'adaptation, on les met ensemble. Pour faire quoi? La Constitution peut être, selon ces courants, révisée. On peut réviser la Constitution, mais uniquement selon une procédure dans le respect de la même Constitution, dans le respect des dispositions procédurales de la même Constitution. Il faut la réviser. C'est toujours changé. Dans le respect des dispositions qui ne peuvent pas être modifiées, ce qu'on appelle les clauses d'éternité. Et notre Constitution du 18 février en est témoin. On a l'article 218 et 220. Le 218 qui dit en cas de, pendant l'état de siège, l'état de guerre,
l'état d'urgence, on ne peut pas modifier la Constitution ou la réviser. Clause d'éternité. Procédure générale constitutionnelle. Procédure générale constitutionnelle. Je dois vous citer quelques auteurs et ce qu'ils pensent de la Constitution, du changement de la Constitution. Je parle de Georges Burdeau. Georges Burdeau considère que les institutions constitutionnelles, Georges Burdeau, évoluent pour s'adapter aux transformations de la société. Ce qui explique les changements constitutionnels, les changements au pluriel constitutionnel, lui dit que les institutions constitutionnelles sont appelées à s'adapter aux transformations de la société. Et ça implique directement les changements constitutionnels. Comme les institutions sont issues de la société, tant que la société est en train de se transformer, ces institutions doivent se transformer. C'est par exemple le cas de notre pays, la République démocratique du Congo. On a un parlement qui est bicaméral. Si vous lisez en dépit l'article 135, vous allez comprendre que une proposition, soit une initiative, soit un projet de loi peut être débattu à l'Assemblée nationale pour la première lecture. Lorsqu'elle est adoptée, elle doit être envoyée au Sénat pour la seconde lecture. Si le Sénat constate que non, cette règle ici ne doit pas passer, ne doit pas être adoptée, il y aura maintenant des conflits. Le législateur vous dira qu'il faut créer une commission mixte, c'est-à-dire une partie de l'Assemblée nationale et une partie du Sénat pour statuer sur la matière. Une fois que ces gens ne vont pas s'entendre, le législateur va vous dire que c'est la voix de l'Assemblée nationale qui doit avoir du dessus sur la décision du Sénat. Mais pourquoi avoir l'Assemblée nationale et puis le Sénat? C'est-à-dire, nous sommes en train, un pays étant pauvre comme ça, qui est appelé au développement, ne peut pas stagner. Comme l'Assemblée nationale a toujours de la suprématie, comme ça on supprime le Sénat. Sinon les institutions vont nous bouffer tout argent. On a un budget de 22 milliards, presque 22 milliards. Mais sur le terrain, il n'y a pas d'argent. C'est qu'on comprend que l'argent est bouffé par ces gens qui ne nous aident pas et qui font tarder les choses. Deuxième exemple, un député national. On dit que le mandat de la députation ne peut pas marcher ensemble avec la fonction publique ou le ministère. Mais la chose grave est que lorsque le ministre Moutamba, avant d'être arrêté, poursuivi et arrêté, condamné et puis incarcéré, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti lever ses immunités au Parlement. C'est qu'il n'avait pas perdu la députation. C'est-à-dire on nous trompe à l'article 8 de la Constitution.
on voit une même personne là, qui est DG d'ici, qui est DG de ça, qui est DG de ça, et il est député. Voir un gouverneur, voir un sénateur. Vous ne voyez pas qu'on bouffe de l'argent facilement là, alors que la société est appelée à évoluer. La société a vu que non, l'argent est en train de dissiper. L'argent est en train de disparaître, sans laisser des traces. Comme ça, il faut supprimer ça, les assemblées provinciaux. Aujourd'hui, c'est grave. Alors que Georges Birudeau dit que les institutions sont appelées à s'adapter à la transformation de la société. Comment expliquer qu'un gouverneur qui est l'émanation de l'Assemblée provinciale est suspendu par les ministres de l'Intérieur qui n'est même pas élu du peuple? C'est-à-dire qu'il faut supprimer directement les assemblées provinciales et non pas d'importance. Deuxième auteur, c'est Maurice Duverger. Qu'est-ce que Maurice Duverger dit? Il analyse le changement de régime politique et de constitution comme une conséquence de l'évolution politique et sociale. Lorsque les constitutions sont changées, lorsque les régimes politiques sont changés, les régimes politiques présidentiels, régimes parlementaires et autoritaires, lorsqu'on change ces régimes, on comprend directement, lorsqu'on change ces régimes, on était de tel régime, on est parti à un autre régime, où on avait une telle constitution, on a adopté une autre constitution. Lui comprend directement que la société est transformée, la société était premièrement transformée, c'est pourquoi on doit changer ça pour s'adapter à des réalités de la société. Voilà ce que Maurice Duverger dit. Troisième auteur. Je vais vous citer même 5. Troisième auteur, c'est Hans Kelsen. Monsieur Kelsen dit quoi? Hans Kelsen, dans la théorie pure du droit, il explique qu'une constitution peut être modifiée conformément aux règles qu'elle prévoit elle-même. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier une constitution en dehors de ce que la constitution dit. Hans Kelsen. Il distingue ainsi la révision juridique de la rupture révolutionnaire. C'est-à-dire quoi? Lui dit que lorsqu'il faut changer la constitution, modifier la constitution, comme vous aimez les termes modifiés, alors que les termes modifiés renvoient toujours au changement, il dit que vous devez faire la part des choses. Savoir qu'il existe un autre changement qu'on appelle la révision de ce qui se trouve. C'est-à-dire modifier juste un peu d'articles et laisser le régime politique tel qu'il est, laisser les institutions telles qu'elles sont. Et dit, il y a aussi la rupture. La rupture renvoie à ce qu'on ne considère pas tout ça. Tout ce que la Constitution a dit là, on ne considère pas, on ne fait pas des choses selon elle. C'est-à-dire on part en dehors. C'est-à-dire l'établissement du nouvel ordre constitutionnel. Hans Kelsen. Hans Kelsen, dans la théorie pure du droit. On a Georges Vedel, l'homme que beaucoup de constitutionnalistes aiment. Georges Vedel. Il traite de la révision constitutionnelle comme une forme de changement juridique
encadré par la Constitution. Lorsqu'il y a un changement juridique, oh, l'école de la famille disait ceci, la loi disait ceci, mais aujourd'hui elle dit ceci. Et il dit que lorsque la forme juridique, cette révision juridique des normes est encadrée et faite selon la Constitution, on appelle ça les changements. On appelle ça les changements de la Constitution. Jean Jekyll dit quoi? Il présente le changement de la Constitution comme l'adaptation de la Constitution aux réalités politiques dans le respect des procédures de révision. Lui dit que non. Lorsqu'il faut changer la Constitution, il faut l'adapter aux réalités politiques. Mais tout en respectant aussi des règles du processus. Comment il faut arriver à adapter les normes aux réalités de la société. On ne doit pas violer une loi pour défendre une autre, ou bien pour instituer une autre, mais on doit respecter la loi pour bien la renforcer par une autre. Là, c'est Jean Jekyll. Maintenant, sur le plan doctrinal, vous devez retenir seulement que le changement en droit désigne toute modification. Le changement en droit désigne toute modification. Quand il y a toujours une modification, ça s'appelle le changement en droit. Ou transformation affectant une norme juridique, une institution et un ordre juridique. Je ne sais pas si on se comprend. En droit constitutionnel, il se traduit principalement par la révision ou le remplacement de la Constitution selon les procédures établies par elle-même ou exceptionnellement par une rupture de l'ordre constitutionnel. Changer la Constitution selon le droit, ça veut dire ceci. Soit on modifie, soit on rompt. On prend l'autre là, on jette, on établit une autre Constitution. Soit on revoit l'autre là, tout en gardant les clauses d'éternité, telles que définies par l'article 118 et 120 de notre Constitution du 18 février 2006. Merci. C'était votre frère, Jules Mardoché Kassongo. Je suis chercheur constitutionnaliste. Je suis en train de me battre pour voir comment mes aînés ont analysé cette question du changement et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Les gens disent, ils risquent quand même de s'entretuer pour rien. Alors que qui dit modification dit changement. Alors que qui dit remplacement dit modification dit changement. Alors en tant que juriste, nous sommes appelés à éclairer l'opinion. Nous sommes appelés à dire un mot. Parce que nous sommes appelés à assister à des personnes en danger. Parfois, moi je comprends qu'on ne doit pas faire l'analyse du changement des constitutions sur le plan. Bon, on ne doit pas laisser cette analyse aux politiciens, au moins aux politologues. Ah, ça va. Parce que les politiciens, eux,
ce qu'ils voient. Eux ne voient pas comment va le peuple, mais et voient premièrement ce que l'argent, et voient premièrement ce qui vient à leur faveur. Alors que sur le plan doctrinal, on trouve que non, on doit faire des choses pour les adapter à des réalités. On ne peut pas avoir soif de l'eau, mais on prend du vin. Non. Même si vous prenez du vin, vous n'allez pas étancher la soif. Vous avez soif de l'eau, prenez de l'eau. C'est-à-dire, la constitution doit être adaptée aux réalités transformatrices sociétales. Merci. Julien Mardoché Kassongo, c'est mon nom. Je suis chercheur en droit constitutionnel. Je vous remercie.